Mardi 30 mai 2023, Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosque. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges. C'est cet examen qui a été reporté pour ce mardi 30 mai à la Chambre basse du Parlement. Hier déjà, les députés du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila ont boycotté la plénière. Ils ils dénoncent le hold-up électoral déjà planifié, le projet de loi biaisé, corrompu, aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie. Ce sont là les qualificatifs de députés FCC qui ont boycotté la plénière hier à la Chambre basse du Parlement. Sécurité, nous parlons de cette alerte de l'armée. Les M23, les rebelles du M23 RDF menacent d'attaquer la ville de Goma. Alerte donc l'armée, analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Nous allons revenir également dans ce numéro de kiosque sur les propos tribal des différents politiques, des propos, comment y mettre fin, mettre fin à ces propos. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Alors, Santeka et Pascal Ounje sont déjà là. Santeka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Pascal, chers frères et amis, bonjour à l'équipe et à tous ceux qui suivent cette émission ce matin. D'entrée de jeu, j'avais deux choses à dire, des choses qui me tiennent à cœur, mais des choses qui me révulsent complètement. Il y a un dossier, je me pose la question sur l'exercice de la justice en République démocratique du Congo. Vous allez à la prison de Makala, construite avant l'indépendance pour 11 000 personnes détenues. Aujourd'hui, ils sont à plus de... Pour 1500 personnes, aujourd'hui, ils sont à plus de 11 000. Et dont la majorité est constituée de revenus, des gens dont le dossier ne sont pas encore passés devant le juge et puis ils ne sont pas encore condamnés. Il y a déjà, je cite un cas, le cas de M. Matondo, ex-ministre provincial de Finances, dont l'arrêt de libération a été prononcé, mais l'exécution fait défaut parce qu'à un certain niveau, les gens ont jugé qu'il y a eu erreur quant à la date de libération depuis le 8 avril que M. Matondo devait être libéré. Et jusqu'à ce jour, il n'est pas libéré parce qu'au niveau de l'exécution, quelqu'un a trouvé que le tribunal a commis une erreur. Mais en fait d'erreur, elle profite toujours à l'accusé. Quelqu'un qui a purgé sa peine et que la Cour de cassation a ordonné à un certain moment que cet homme doit être libre si on veut considérer le moment de son arrestation. Et le drame est qu'il y a des gens, en dehors des circuits normaux, des juges qui prononcent des peines, qui à un certain moment pensent qu'ils peuvent bloquer l'exécution d'une décision de justice. Le président Fachi nous promet, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous promet un état des droits et veut installer un état des droits. Dans une prison où il y a surnombre, il y a surpopulation, on libère quelqu'un et les gens pensent qu'il n'a pas le droit de sortir parce que... N'est-ce pas là une justice opaque? N'est-ce pas là une forme de justice caporalisée? Je me pose la question. Je suis vraiment en train de me poser la question. Et j'aimerais que les spécialistes en droit me répondent. Je suis un profane, je le reconnais. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre que quand on a libéré quelqu'un avec document à l'appui, personne ne peut y faire obstruction. Personne. Et comment on peut parler de la politique des désengorgements de prison alors qu'on retient par la volonté extrajudiciaire certaines personnes en prison? Madame la ministre avait annoncé à un moment la libération. Je vous donne un cas. J'ai cité des noms. Madame, j'ai cité des noms. Le monsieur est à la prison de Makala, maintenu au-delà de la date de son arrestation. Donc, je pense qu'à un certain moment, ça devient un scandale de voir qu'en dehors du circuit normal de la justice, il y a des gens qui interfèrent en bloquant l'exécution. Quand on arrête quelqu'un, il y a une procédure à suivre pour libérer quelqu'un.
il y a une procédure. Et quand cette procédure-là ne suit pas et qu'il y a des personnes qui à un certain moment pensent qu'ils ont le droit d'arrêter l'exécution d'une décision judiciaire, on peut avoir à craindre de cette justice-là. Merci. La deuxième des choses, excusez-moi, cher Pascal, là je dois vraiment le dire. Et si vous voulez, je vais le dire en lingala. Non, en français. Tu n'as pas en lingala, pardon quoi. Na kumo banga. Bisoa, tobotama na Kinshasa. Camarade Nangai Ogi Kasenda Père Sonam, Pugondo, Makumbi, Lobingo Bin Manzambi, Kachala. J'ai des amis qui sont mes frères. On a eu beaucoup de temps que la province dans la manière haute aux alala. Aujourd'hui, cette recrudescence, il y a escalade verbale de gens qui se regardent par rapport à leurs origines. Et nous autres là, qu'est-ce que nous devenons? Parce que nous qui n'avons pas de province, parce que notre province c'est le Congo. On a des amis, j'ai un ami ici, Pascal Ouanje, j'ai un ami Didi Doudou Montiri. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce qu'on veut vendre? Quelle image vendons-nous du Congo pendant que nous avons un combat à l'Est? D'une part, il y a des gens qui s'attaquent à une tribu. D'autre part, il y a une tribu qui pense être supérieure. Moi, j'aimerais que si on condamne les Safou, qu'on condamne aussi le bourgmestre de Kalamou, qu'on condamne les propos de Kabouya, qu'on condamne les propos du Sochoa, qui a commencé avant la dette à traiter les autres tribus d'inférieurs. Ça a commencé comme ça, excusez-moi, je vais aller plus loin, avec les nazis, à la suite de Hegel, qui a pensé que le peuple arien, le peuple allemand, était le peuple supérieur de tous les autres. Ça nous a conduit à 12 millions de morts. Deuxième guerre mondiale. Ce soubassement idéologique est dangereux pour notre nation. On doit arrêter ça maintenant. Que les leaders d'opinion, que les leaders politiques, que les leaders religieux s'investissent pour nous arrêter cette affaire-là. La politique, c'est ailleurs. Faites-nous la politique, apportez-nous à manger, faites des routes, organisez des élections. Ne nous regardons pas comme des étrangers. Il n'y a que des Congolais. Merci, il n'y a Serge. que des Congolais. Merci Serge, le message est passé. Alors Pascal, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour mon frère Serge. Même s'il m'a fouillé depuis un certain moment, je le réclamais, je le cherchais, mais il avait fui le micro, heureusement qu'il est là. Je préfère me taire. On va créer une bonne dialectique aujourd'hui. Et merci une fois de plus pour l'invitation. C'est l'occasion ici pour moi d'évoquer ma pensée que j'aime bien, Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'évoque une fois de plus la pensée de ce philosophe. Parce que, simplement de mon point de vue, on a souvent, et parce que là je vais développer d'ailleurs la théorie de la culpabilité de l'homme au regard de la raison, qu'a toujours semblé avoir le passé sur le présent. Et je dis c'est une illusion. Les gens ont toujours cru comme si le passé a été meilleur que le présent. Et quand vous analysez les faits de manière plus sérieuse, vous vous rendrez compte que parfois le présent est meilleur que le passé. Et ça, c'est l'illusion. Deuxièmement, le confrère parle maintenant de cette tendance de la bipolarisation, n'est-ce pas, de notre société. Je dis, mais qui est responsable? Mais c'est lui et moi, c'est nous, la presse, qui sommes responsables. Comment ça? C'est nous qui facilitons ce comportement. C'est nous qui ouvrons les micros à ces gens. Mais ce n'est pas seulement dans la presse. Mais parce que, mais justement, c'est toujours la presse, c'est parce que la régulation pose des problèmes. Que ce soit sur les nets, que ce soit sur les plateaux de télévision, c'est nous qui sommes responsables. Suivez même les discours des confrères. Comment, dans notre déontologie, il est là, nous sommes parmi ceux quand même qui ont fait longtemps à la presse, mais comment un journaliste peut se retrouver sur un plateau de télévision en train de tirer sur l'autre? Comment un journaliste peut tirer sur l'autre? Comment je peux être là, moi, tirer sur Serge? Ça ne se fait pas. Un journaliste ne peut pas tirer contre son propre frère. On parle de la confrérie. Et c'est de ce comportement que ça a dégénéré
Parce que aussi, on a ouvert des portes, n'est-ce pas, à cette corporation, à tout le monde, et les gens viennent sans modération, sans déontologie, sans connaissance du métier, et ils font n'importe quoi. Et ça a créé une culture. Et la culture aujourd'hui, surtout avec l'avènement de la presse, enfin de l'internet, il suffit que vous achetiez le micro, vous avez un téléphone, facilement, et vous dites n'importe quoi à la face du monde. C'est ce qui est à la base. Alors, comment mine de rien. Voilà. Les instances habilitées à réguler et les journalistes et les médias doivent faire un travail sérieux pour non seulement sanctionner, mais décourager en même temps, sinon trier les bons éléments pour que le fonctionnement, n'est-ce pas, de médias soit correctement assaini. Le contraire, nous allons continuer comme ça et on risque maintenant d'arriver au pire. Quand il s'agit des politiques qui tiennent ces propos. Mais les politiques tiennent ces propos où? Des fois en dehors des médias. Mais en dehors des médias, oui, mais qui diffusent, qui fait que les gens apprennent ça. Ce que vous regardez très bien, c'est les journalistes. Les réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, oui. Mais ça s'amplifie où? Sur les plateaux de télévision. Le confrère ne va pas me contredire. L'éthique journalistique pose des problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Heureusement que, malheureusement en même temps, la loi est venue tardivement, mais laquelle loi n'est toujours pas vulgarisée. Je plaidais chaque jour ici pour qu'on change la définition des journalistes, qui était simplement celui qui vit de l'information. Parce que vous vivez de l'information, vous êtes journaliste. Regardez comment nous étions. Il a fallu beaucoup de plaidoyer pour que finalement, aujourd'hui, on change ne fût-ce qu'à la définition du journaliste. Et on va plus loin pour dire ne peut être journaliste celui qui détient ne fût-ce que le diplôme de graduat ou de licence en sciences de l'information et de la communication. Ça, c'est important pour moi. Merci Pascal. Alors, même si la loi peut avoir des faiblesses, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier élément pour décourager non seulement ce que nous appelons moutons noirs, mais aujourd'hui des improvisés comme journalistes qui font malheureusement le travail, mauvais travail à la place des journalistes, et qui les journalistes eux-mêmes aussi les emboîtent les pas, malheureusement. Ah, merci Pascal. Alors, Christian et Margot, oui. Serge, vous aurez... Oui, je voulais juste placer un mot. Je suis d'accord avec Pascal, mais sauf que le journaliste n'est pas responsable, n'est pas celui qui fabrique ces propos haineux, ces propos tribaux. Ce n'est pas les journalistes. Aujourd'hui, comment se présente notre presse? La presse est au service du politique. La presse est caporalisée. La presse devient beaucoup plus la caisse à résonance des opinions politiques qu'un outil, un vrai pouvoir, quatrième pouvoir comme on le dit. Alors dès lors que le politique entre dans cette sorte de diatribe, escalade verbale qui n'honore pas, qui nous sépare par rapport à nos tribus, et la presse emboîte pas automatiquement. Est-ce le fait de détenir un diplôme de journaliste et fait de toi un journaliste? C'est parce que aujourd'hui, il se posera après le problème de l'école. C'est comment les universités ici? Je pense qu'on doit réfléchir, pas par rapport aux déboires que nous connaissons ici, mais de manière profonde pour permettre à ces pays d'avoir une presse qui joue le rôle qu'il faut, c'est-à-dire le rôle de la sentinelle, la zone de Minerve qui prend son envol quand tout le monde dort. Une presse qui est capable de se détacher de l'actualité fabriquée, par exemple maintenant, où on nous dit nous sommes tribalistes alors que nos défis sont en termes de développement. On doit construire des écoles. Excusez, juste un mot parce que ce que le confrère a dit, c'est important. Je vois mon frère est là, il doit avoir la parole également. Et c'est vrai, le débat existait avant, mais ça a pris l'ascenseur depuis quand? C'est lorsque les deux journalistes, trois d'ailleurs, se sont retrouvés sur un plateau. Non. Et alors que, nous aurions dû à leur niveau avoir la modération. Non, trois journalistes non, sur la télévision. Le bourgmestre de Kalamou ici a fait quelque chose de scandaleux qui n'a ému personne. Les autorités censées réguler, auxquelles tu fais allusion. Pardon, la société n'a pas réagi par rapport à ça.
Je le dis. Je n'encourage pas. Madame Dussochoa, qui distille des propos. Non, le problème est là, sur le plan de au niveau de la réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Autant qu'il y en a. Je n'encourage pas. Je n'encourage pas. Alors, on ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Quand il y a des propos, des rapports, on doit les condamner d'où qu'ils viennent. La voix d'un journaliste va loin. Lorsque vous vous retrouvez, vous, 3 journalistes, nous serions les premiers à condamner. Si son bourgmestre a fait comme ça, nous, lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, mais on l'a condamné. Non, on l'a condamné en son temps. Il n'y a pas eu de réaction au niveau des autorités. Nous devons savoir dire, lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, que ce bourgmestre a mal fait. C'est nous qui devons condamner. Mais lorsque nous, journalistes, nous nous retrouvons tel que nous nous retrouvons là, et nous faisons la promotion de cette histoire. Mais c'est plus condamnable. C'est condamnable. J'en conviens avec toi. C'est condamnable. Christian Mbango, bonjour. Bonjour Gisèle Etoko, bonjour à mes aînés Serge Ntseka et Pascal Oronge. Merci mon frère. Je puis vous rappeler que j'étais encore à l'école secondaire et je vous appréciais déjà dans le monde médiatique pour ce que vous faisiez déjà à l'époque. Vous êtes dans ce domaine depuis bien longtemps et je sais que vous avez la dextérité de pouvoir différencier ce que une personne a dit dans les médias de ce qu'elle n'a pas dit et qu'on est en train de lui imputer faussement d'ailleurs. Je vais prendre, puisque nous sommes en train déjà d'en parler, aujourd'hui ça fait 9 jours que l'honorable Mike Mukebai est aux arrêts. Pour quel motif qu'on ne lui a jamais informé jusqu'au jour où il est arrivé devant le juge. Mais bien avant cela, on était venu l'arrêter en contradiction avec l'article 18 de la Constitution qui dit clairement d'ailleurs que lorsque une personne est appréhendée, il faut que aussitôt qu'il est arrêté, qu'on puisse lui dire les motifs pour lesquels on l'appréhende. Mais on ne lui avait pas dit ça. Aussitôt, je ne sais pas moi si on peut définir par aussitôt, il faut attendre plus de 24 heures pour informer à quelqu'un les motifs pour lesquels on l'arrête. Mais j'aimerais ici, parce que j'ai parlé tout à l'heure de faire une différenciation entre ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Est-ce que l'honorable Mike Mukebai en particulier a fait l'apologie du tribalisme? Je dis non. La raison est simple. La même émission dont on prétend qu'il aurait tenu des propos à l'encontre des populations dont je ne vais pas forcément citer ici, il dit d'abord que lui-même fait partie de cette tribu-là, d'une part. D'autre part, est-ce que c'est faire l'apologie du tribalisme lorsque vous dites que l'UDPS, quand bien même il reconnaît, il rend hommage au travail que ses collègues de l'UDPS font, mais il constate quand même que l'UDPS, lorsque vous prenez tous les qui reviennent à l'UDPS au sein des institutions provinciales, vous commencez par le vice-gouverneur, est occupé par une tribu, vous partez par le vice-président de l'Assemblée provinciale, c'est la même tribu, et ça revient au même parti. Lorsque vous allez au niveau... Prenez ça de façon générale. J'ai dit ça au niveau général, mais j'aimerais quand même qu'on puisse recadrer, parce qu'il est en prison aujourd'hui, et beaucoup de gens le prennent à partie, sans savoir exactement qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'il y a un tohu-bohu autour de l'histoire. Il faut que nous sachions, lorsque quelqu'un dit que, est-ce qu'on peut vraiment admettre que ce sont des propos qui peuvent inciter à la haine tribale, lorsqu'une personne dit, si le chef de l'État est combattu politiquement, c'est parce qu'il appartient à une tribu. Qu'est-ce qu'on veut dire en d'autres termes? Alors que lorsqu'on dit, par ailleurs, que tous les postes qui reviennent à l'UDPS, président du PAJ, c'est toujours la même tribu, et ceci. Lorsqu'on dit que tous les postes qui reviennent à l'UDPS au sein des institutions provinciales ne sont occupés que par une tribu, est-ce là, ça peut être considéré comme une incitation à la haine tribale? Moi, je pense que les parquets avaient un comportement adopté. Puisque nous le disons ici, est-ce que nous n'avons pas dit de Joseph Kabila ici, lorsqu'on a constaté que à la CENI, c'était un, je ne vais pas citer les peuples, ni les tribus, mais à la CENI, c'était une personne qui appartenait à une langue quelconque. Lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, c'était la même chose. Lorsque vous allez au niveau de la Cour de cassation, c'était la même chose. Nous l'avons dit ici de Kabila. Qui est-ce qu'on avait traîné devant les cours et tribunaux pour incitation à la haine tribale? Mais ce ne sont pas des propos encouragés. Non, j'ai dit ceci. Il ne faut pas que nous puissions nier l'évidence. Ça ne se passe pas qu'au Congo. Même en France, on décrit le fait que dans certains postes, il n'y ait que des blancs.
Est-ce pour autant, les gens qui le font ont dit qu'ils incitent à la haine tribale? Non. Ou à la haine raciale? Non, en France aussi, on parle des tribus. Mon aîné Serge Tseka. On parle aussi des tribus quand ils font la différence entre les noirs et les blancs. Mais on ne parle jamais de ça. Même aux États-Unis, lorsqu'on décrit le fait que pour avoir accès à certains avantages, il faut être noir ou blanc, c'est l'évidence. Est-ce pour autant on traîne ces gens-là devant la justice pour incitation à la haine raciale? Pareil, ça unit ou ça divise davantage? Non, des propos pareils font constater. Moi, je parle des propos qu'a tenu l'honorable Mike Bukebaye. Si les autres, dans d'autres circonstances, ont tenu des propos qui incitent à la haine tribale, je condamne ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça parce que j'ai toujours été partisan de l'unité nationale, quelle que soit notre diversité. Mais il faut que nous puissions traiter chaque situation au cas par cas. Est-ce que ce qu'il a dit peut vraiment inciter à la haine tribale ou il ne fait que faire constater l'évidence? On ne peut pas nier l'évidence et chercher à bifurquer. Restons dans les débats et évitons un peu de pouvoir faire l'amalgame. C'est tout ce que j'avais vraiment à émettre déjà dans ce débat que j'ai trouvé très houleux. Mais il y a lieu que nous puissions faire attention à ça parce que je donne l'exemple. Merci. Je termine par là. Lorsqu'on condamne, lorsqu'on sanctionne des journalistes, c'est ça, je ne sais pas moi quel autre organe, qui sanctionne des journalistes sans les avoir écoutés au préalable. Comme quoi ils auraient participé. Non, mais quand vous êtes sur le plateau d'un journaliste, je ne suis pas du métier, mais je sais que lorsque vous participez à une émission, lorsque le journaliste entend que vous avez tenu des propos qui incitent à la haine tribale ou qui sont un peu en dérapage, il essaye de vous recadrer, mais il n'est pas responsable de ce que vous dites. La même loi, sauf si on m'apprend autre chose, il essaye de vous recadrer, mais il n'est pas responsable de ce que vous dites. Il essaye de dénoncer cela ou de prendre distance, mais il n'est pas responsable de ce que vous dites. La même loi que vient de proposer le ministre Mouyaya. Cette même loi-là, pendant que nous pensions que cette loi-là allait apporter des réformes dans ce sens que lorsqu'un journaliste, lorsqu'une personne passe dans un média, tient des propos attentatoires à l'honneur des personnes, etc., qu'on puisse donner d'abord le droit de réponse ou qu'on puisse trouver des mécanismes pour permettre à ce qu'un autre son de cloche soit entendu. On n'a pas donné cette opportunité-là ni aux journalistes qui avaient animé l'émission, ni à sa chaîne de télévision de pouvoir se défendre d'abord. Vite, on va dans les condamnations. Mais il faut qu'on puisse regarder, il faut qu'on puisse regarder ce que nous-mêmes nous tenions comme propos il y a quelques années. On ne peut pas continuer avec ça, même si on... Mais c'est ça, ça veut dire que l'injustice qu'on était en train de décrier autrefois, je pense qu'elle est revenue. Si on était capable d'expliquer des personnalités de Niaï, mais ça on fait fi aujourd'hui, ce sont des choses comme si la personne contre qui on avait tenu des propos de Niaï avait vraiment envie d'aller jusque très loin, il pouvait déposer une plainte et on pouvait poursuivre ces gens-là jusqu'aujourd'hui. Mais on ne l'a pas fait. Il faut avoir aussi un peu de la sportivité. Parce que ce que nous faisons, nous pensons que nous sommes en train de faire taire quelque chose alors que c'est une bombe à retardement aussi qu'on est en train de créer. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de dénoncer et de faire constater cette évidence que beaucoup de postes sont occupés par une tribu ou par une autre. C'est tout à fait normal. Merci Christian Emango. Alors on se rend à l'hémicycle du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges. Serge Tseka, mais hier on a vu les députés FCC qui ont quitté la salle, disent qu'ils ne peuvent pas cautionner ce hold-up électoral planifié. Il dit que la cartographie électorale, la distribution des kits et d'enrôlement se sont réalisés sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que des circonscriptions sous-peuplées en moins de sièges. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Deux niveaux de réflexion par rapport à cette question, Madame Gisèle. Le journal de la ville a diffusé, je crois le week-end, le samedi, la déclaration des ressortissants d'Ibelengue. Nous sommes là à Kananga. Donc, il y a 7 groupements qui n'ont pas été repris dans la liste, la dernière liste des enrôlés. C'est-à-dire que ces groupements. C'est-à-dire quoi? Sur le plan technique, il se pose un problème.
C'est-à-dire que il faudrait qu'à un certain moment qu'on puisse, par rapport au travail des techniciens de la CENI, essayer de nettoyer les listes et vérifier par rapport au travail d'enrôlement qui s'était effectivement fait sur le terrain. Donc, il y a quelques, je dis, des soucis inhérents à l'organisation de ce travail-là. Ça existe. L'honnêteté nous obligerait à reconnaître si, par rapport à notre humanité, il y a des limites, il y a des erreurs. Et que techniquement, on devait des erreurs matérielles, des omissions, qu'on n'aurait pas pris en compte un certain nombre d'enrôlés, où on a pris beaucoup plus de mineurs qui n'en valaient pas la peine. Ce sont des liorés, des doublons, patati patata. Il y a l'étape de nettoyage où on doit consolider les listes. Que la CENI soit en mesure de reconnaître qu'il y a ces soucis-là. Pour que ce travail soit un succès, la CENI doit être en mesure d'écouter tous les acteurs, partis prenants à ces processus. Des partis politiques, des associations, des leaders d'opinion comme ceux du Bédengue que nous avons accompagnés pour aller déposer leur mémo à la CENI. Alors, sur le plan politique, l'inquiétude est que parler contre la CENI revient à mettre en cause l'exercice du pouvoir futur qui devrait arriver au travers des élections, reviendrait à attaquer des pouvoirs organisateurs, même si c'est la CENI, mais c'est le gouvernement qui doit donner les moyens et garantir les conditions de sécurité, de logistique et tout le reste. La politique en place, le gouvernement en place. Et c'est à ce moment-là que les gens sont en train de se rentrer dedans. On a vu le bloc, ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc de Lubumbashi, c'est-à-dire M. Matata, Moïse Katumbi, Sesanga et Fayulu, marcher notamment contre la fraude électorale. Une fraude qui n'est pas encore là, mais supposée par eux, dans leur entendement que, de la façon dont nous sommes en train d'avancer, on pourrait arriver inexorablement à une fraude électorale. Et ils en font un argument politique contre le pouvoir en place. Et de l'autre côté, moi je constate aussi deux choses. Du côté gouvernement, il n'y a pas de réponse appropriée, sinon par rapport aux attentes de l'opposition. Sinon nous dire que nous avons un plan, le président l'a confirmé que nous aurons des élections, qu'on le veuille pas, depuis la Chine, que les élections seront organisées. Mais ces élections-là doivent garantir la sérénité. Ces élections doivent apporter la paix sociale et permettre les développements, la poursuite des programmes tels que le PDL 145 et tous les autres programmes qui se font à l'intérieur dans le centre du développement. Donc, on doit, et je le répète encore une fois, je ne sais pas pour la centième fois, prendre langue avec tous les acteurs, de la société civile, de la société politique. Tout le monde essaie d'écouter les desiderata. Et cette frustration-là, le fait de sortir de la salle, c'est une manière d'exprimer une frustration, même peut-être de bonnes ou de mauvaises foi, je ne sais pas. Ça pourrait l'être. On dit qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Oui, on le dit. C'est ça, ils cherchent des faux fuyants. Autant que ceux-là qui sortent disent que ceux qui sont au pouvoir sont de mauvaise foi, ils veulent organiser des mauvaises élections. Nous, de la presse, nous devons prendre de la hauteur, essayer d'analyser ce problème de manière froidement, de manière globale, de manière à pousser la CENI, qui est un organe d'appui à la démocratie. La CENI est là pour permettre la bonne exercice de la démocratie en République démocratique du Congo, de créer un cadre de dialogue qui pourra apaiser les acteurs. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Le dire ne signifie pas que nous devons postposer les élections. Non, nous devons prendre le temps, et ce n'est pas incompatible, dans un cadre de concertation politique, sociale, parler avec les acteurs majeurs, tous ceux qui ont des doutes, ou tous ceux qui ont la mauvaise foi, comme on le dit, on les venait dans leur pensée pour détruire le travail de la CENI. La CENI doit apporter des arguments. Merci Serge. Alors Pascal, l'EFCC n'a-t-il pas aussi raison de dire, de dénoncer le fait qu'on n'a pas tenu compte de la démographie? Voilà, il y a certains points où il y a sous-peuplement, ils ont beaucoup de sièges et les autres non. C'est-à-dire que là où il y a l'opposition, on a réduit, là où il y a la majorité, on a augmenté. Je veux d'abord dire un mot à Maître. Ce dossier, il est en justice.
il ne serait pas bon que nous puissions faire des analyses ici, de mon point de vue, parce que l'émission a été diffusée, tout le monde avait suivi, et ce qui a été mauvais, tous nous avons dénoncé. Je ne sais pas si, à ce jour, encore que c'est lui qui est en prison, c'est notre confrère, je le disais ici, nous sommes pas amis. Notre ami, nous ne vont pas. Mais au moins, laissons ça à la justice parce que nous avons suivi l'émission. Est-ce que nous devons encourager, est-ce que nous ne devons pas encourager? Je ne pense pas que c'est bon d'argumenter aujourd'hui. La question que vous évoquez, et c'est comme ça que je vous parlais pas longtemps ici de la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Je vous ai parlé pas longtemps ici de la culpabilité de l'homme qui consiste à croire que le passé est toujours meilleur par rapport au présent, alors que parfois ce n'est pas une réalité. Illusion. Voilà, nous y sommes. Pascal, je suis à l'Assemblée nationale depuis 2007, après les élections de 2006. Kamer est président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? La posture de la majorité face à l'opposition. Et substantiellement, je veux dire, c'est finalement, c'est la caractéristique de nos opposants, de nos politiques. Tout ce qui était pour les intérêts de la majorité, l'opposition quittait toujours la salle. Je dis bien, quittait toujours la salle. Et la loi était toujours votée. La preuve, nous arrivons en 2011 sur la révision de la Constitution. Je suis derrière François Mwamba. Il était secrétaire général de MLC. Il représentait l'opposition cette fois-là à l'Assemblée nationale. Ils vont quitter la salle parce que simplement ils n'étaient pas d'accord avec la révision de certaines dispositions de la Constitution. À l'époque, le débat en vogue était l'article 220. On n'a pas touché les dispositions intangibles. Mais quelque part, mais l'opposition est sortie, on a voté la loi. Ceux qui parlent aujourd'hui, que vous voyez là, étaient en train de danser. Vous parlez du fait FCC, mais il s'agit du PPRD. Et vous oubliez, pas très longtemps ici, ils ont lancé un message qui ne sont pas concernés par ce processus. Ils ont boycotté même l'enrôlement. Mais vous avez boycotté l'enrôlement. Vous voulez encore aller comment? Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Nous avions connu, souvent on n'interroge pas l'histoire, nous avions connu en 2006 l'UDPS qui refuse aller à l'enrôlement, et la conséquence a été logique, ils ne sont pas allés aux élections. Ils ont observé. Mais vous avez boycotté l'enrôlement. On suppose que vos électeurs ne sont pas allés prendre l'enrôlement. Vous-même, vous n'avez pas pris l'enrôlement. Mais lorsqu'on parle de la répartition des sièges, vous voulez participer à ce débat comment? Peut-être pour aider la nation. Mais vous-même, pour compétir, ça devient difficile. Je pense, de mon point de vue, il s'agit de cette posture-là. Mais on va encore plus loin. Les différentes lois sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, l'opposition n'a jamais participé. 2006, 2011, 2018, l'opposition n'a jamais participé. Moi, Pascal, j'ai toujours été à l'Assemblée nationale. Ça se répète. Mais je n'encourage pas. Parce que, Serge vous a dit, l'objectif ultime, lorsqu'on organise des élections, c'est après les élections qu'on ait un bon climat. Que les meilleurs d'entre nous, je vous ai toujours dit, soient élus. Ça veut dire qu'on ait des bonnes élections qui nous permettront d'avoir les meilleurs élus que nous allons envoyer, par exemple, à l'Assemblée nationale. De ces meilleurs élus, nous aurons des meilleures lois. De ces meilleures lois, nous aurons une bonne gestion et finalement, tout devient meilleur. Mais lorsque nous organisons mal les élections, nous allons envoyer les médiocres d'entre nous à l'Assemblée nationale qui vont nous produire des médiocres lois et nous aurons la médiocre gestion et tout ira mal. Voilà pourquoi il est important d'organiser correctement les élections. Mais autour de ça, je pense que si nous étions tous consciencieux, c'est un problème qui serait débattu en toute sérénité. Mais simplement, les politiques ont des postures qu'ils prennent. Parce qu'en face ici, il s'agit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'une institution censée être indépendante. Mais vous voulez responsabiliser qui? C'est la CENI qui a amené ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Il vous amène à vous, les politiques. Travailler sur la question et proposer à la nation. C'est vous qui pouvez dire, ça c'est mauvais, ça c'est bon. C'est vous qui devez décider. Vous ne pouvez pas, une fois de plus que la CENI vous amène le travail, vous renvoyez encore la responsabilité à la CENI, comme si c'est la CENI qui a conclu. La CENI n'a pas conclu.
c'est comme le budget. C'est comme le budget de l'État. Le gouvernement propose, on dit l'autorité budgétaire, c'est le parlementaire. On vous propose un travail. Toiletter, proposer ce qui est important pour la nation. Et c'est votre dernière décision là qui sera appliquée. Lui ne vous a donné qu'un travail provisoirement fait. Mais le point soulevé sur la distribution des kits électoraux, le nombre de sièges, répartition... Son papa, je suis avec lui, pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tout ce qu'on évoque là, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué dans le passé? Moi aujourd'hui, je commence à avoir l'impression que c'est des postures politiques pour leurs appétits politiques. Ils veulent atteindre leurs objectifs politiques. Vous savez, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, il y a une crainte. La crainte de ne pas revenir demain comme député. Et il faut tout faire pour avoir les assurances. Et les assurances en question, là, c'est des fraudes. La possibilité d'être dans le secret de la CENI pour que je sois moi aussi, si demain, on alignait les gens, comme nous avons souvent l'habitude de le dire chez nous ici, que je sois aligné. Ça, c'est les politiques. Parfois, quand vous allez, lorsqu'on nous donne ce travail-là, nous ici, société civile, et qu'on analyse objectivement, parfois nous pouvons dire, bon, mais la CENI n'a pas mal fait. Bon, ce sont des humains, ici il y a une erreur, nous corrigeons, ici il y a une erreur, bon voilà, la CENI, nous avons fait notre proposition, appliquer ça. Et nous avons surveillé la CENI. Pourvu qu'elle accepte. Nous allons surveiller. Vous savez, à l'époque... Pourvu qu'elle accepte, d'accord. Mais lorsqu'elle propose ceci à l'Assemblée nationale, ça veut dire tout ce que l'Assemblée nationale va faire, la CENI va appliquer, va accepter. Vous savez, la fois passée, nous avions dit ici, les gens disaient que Marie-Ange Lokian avait un bureau d'enrôlement chez lui, à l'époque. On avait vérifié. Chez moi, on est allé dire que chez Okitonda, on avait beaucoup. Et moi, Pascal, j'avais refusé. Je suis parmi les gens qui ont refusé l'élection à machine à voter. Moi, j'ai beaucoup refusé. Et nous sommes allés aux élections. On n'a pas été élus. Une autre insinuation pour mon frère. Il y a aussi un autre élément à vérifier. Je ne confirme pas, à vérifier. Si sur 4 ou 5 députés de l'UDPS à l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Sur 4, si, je dis bien si 300 louba, la répartition des responsabilités se ferait comment? C'est une question que je suis en train de me poser. Je ne connais pas comment ils sont. Mais si 300 louba, un seul élément n'est pas louba, les responsabilités c'est pour le parti. Ça va se faire comment? On va chercher un autre député ou on va prendre seulement les députés? Merci Pascal. Christian et Mango, est-ce que vous avez une même lecture par rapport à cette question? Je suis aussi à notre parti politique qui dit que ce sont des électeurs de Kwamout, des Rutshuru, des Massissi, les fichiers électoraux est faux. Merci beaucoup, Madame Gisèle, pour la parole. D'abord, je commencerai par apaiser mon aîné Pascal Oronge en lui disant que ici, sur ce plateau, d'ailleurs, même faisant partie du collectif des avocats de la défense dans l'affaire Moukébaï, ministère public contre Moukébaï. Non, mais il venait de l'effleurer lorsqu'il était en train de... Oui, je vais aller très vite, mais comprenez mon temps. C'est important que je puisse placer un mot là-dessus. Déontologiquement, je risquerais aussi d'être exposé. Et donc, il faut savoir relever ce point-là. Nous n'avons nullement commenté. Ici, je ne suis même pas venu en tant que son avocat. Je suis venu en tant qu'analyste politique, tout simplement. Et nous n'avons nullement commenté la moindre ou le moindre fait qui s'est déroulé lors des audiences comportant procès de l'honorable Mike Moukébaï. Nous avons simplement dit, prenez les vidéos, comparez. Est-ce que les ministères publics pouvaient vraiment actionner, excusez-moi la tautologie, l'action publique? Nous n'avons pas commenté le procès. Il y a même des décisions qui ont été prises. Vous ne m'avez pas entendu les commenter ni les dénoncer sur ce plateau ici. Donc, le procès est à part, mais en tant qu'analyste politique, nous sommes quand même libres de pouvoir émettre nos commentaires. Deuxième point, concernant les postes à l'UDPS. Heureusement qu'on reconnaît qu'il faut d'abord vérifier, mais il faut vraiment vérifier. Parce qu'il ne s'agit pas que
de l'UDPS au niveau de l'Assemblée provinciale. Il faut même vérifier partout. Il ne faut pas s'arrêter à l'Assemblée provinciale. Il faut aller plus loin que l'Assemblée provinciale. Et, sauf si on ne fait pas cette politique-là, mais c'est ce que j'ai décrit. Ici au Congo, nous commençons beaucoup à faire la politique de la négation de l'évidence. Nous continuons et nous persistons à nier l'évidence. J'apprécie beaucoup. En tout cas, je me suis senti le plus régaillardi et ça m'a chatouillé du fond de mon cœur d'entendre mon aîné César, je ne sais qu'à dire le bloc de Lubumbashi. Voilà ce qu'on attend. Il faut qu'on puisse parler aussi du bloc de Lubumbashi. Il faut qu'on puisse parler aussi du bloc du Kivu. Il faut qu'on puisse parler aussi du bloc du Congo central. Il faut qu'on puisse parler du bloc du Kasaï. Mais quand on parle de ces blocs-là, comment est formé ce bloc-là? Il est formé par du Grand Bandundu, il est formé par du Kivu, il est formé par du Grand Katanga, il est formé par du Grand Kasaï. C'est ça ce qu'on attend. C'est de la même manière aussi, de l'autre côté, il y a un bloc qui est formé par du Grand Équateur, l'autre du Grand Kasaï, l'autre du Kivu, et il y a aussi du Kasaï. Ça, ce sont les discours que nous tous nous attendons. C'est ça, ces blocs-là. Lorsqu'on voit ces différences-là, nous n'allons pas nier l'évidence que dans l'Union sacrée ou dans le bloc de Lubumbashi, il y a des différences. Mais si nous nions l'évidence qu'à l'UDPS, on confie des fonctions, même le secrétaire général, bon, le secrétaire général de l'UDPS actuellement, les deux qui se sont succédés. Vous révélez encore sur ça. Je termine là. Je vais seulement indiquer et à nos téléspectateurs et à mon aîné Pascal ici. Il y a deux secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de l'UDPS. Il n'y a pas d'autres tribus à l'UDPS. Non, mais je vous donne seulement les faits. Ne nions pas l'évidence. Il y en a deux qui se sont succédés. Deux. L'intelligence, ça se trouve que là-bas, on ne pouvait pas choisir ailleurs. Deux. De l'époque d'Étienne Tshisekedi, je n'avais jamais vu ça. Et c'était l'évidence. Nous ne pouvons pas nier l'évidence. Jusqu'où nous irons là? De l'époque d'Étienne Tshisekedi, je n'avais jamais vu ça. Alors, je reviens maintenant à la question de la CENI. Voilà que nous continuons à nier l'évidence. Sur base de quoi vous allez faire une répartition des sièges là où l'enrôlement n'a pas eu lieu? Vous allez partir sur base de quel chiffre? Peut-être que les gens ne comprennent pas. Mais on a réservé 16 sièges. Hein, vous allez réserver ça sur base de quoi? Est-ce que vous êtes même sûr qu'il y aura élection là? Vous réservez des sièges. Donc on ira au Parlement avec 16 sièges vides. C'est quoi ce sophisme-là que nous avons avec notre CENI ici? La guerre peut finir même où les affrontements peuvent... Oui, mais si la guerre peut finir, prouvez-nous d'abord que la guerre est finie. Il y a eu enrôlement. Ensuite, il y aura élection. Mais vous ne nous avez pas encore prouvé que la guerre est finie pendant l'enrôlement. Mais vous nous promettez. Et même quand vous réservez 16 sièges, c'est sur base de quelle statistique? Sur base de quelle population que vous avez trouvé là-bas? Parce que puisqu'ils ne se sont pas enrôlés, en fait, vous faites des projections. Mais le passé là, avec Corneille Nango, on avait enrôlé 45 millions d'électeurs. 5 millions après l'audit. Oui, vous permettrez. Je suis allé rencontrer et je vais saluer son courage pour l'instant. Je suis allé rencontrer le président Corneille Nango personnellement. J'ai rencontré la plupart des membres de la CENI, de son équipe à l'époque, qui m'ont dit que lorsque on fait l'audit du fichier électoral, et lorsqu'il s'agit de l'audit externe, 5 jours, on n'est que dans les termes des références. Ici, on a donné à l'audit externe 5 jours seulement. Si on doit revenir au passé, mais ce passé-là nous dit autre chose que ce que nous faisons, nous voulons faire aujourd'hui. Voilà, on nie l'évidence. C'est quelle évidence que nous sommes en train de nier? Nous sommes en train de nier le fait qu'on va fabriquer des députés et vous allez voir, comme ça a été le cas par le passé, que le PPRD, que le FCC, qui avait la Cour constitutionnelle, comme on le disait à l'époque, sous sa poche, mais qu'il y ait des députés du FCC entre eux qui se cognaient les têtes parce que l'un disait qu'on a volé son siège et l'autre disait que c'était son siège. Donc c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. La manière dont on a fait l'enrôlement. Madame, nous pouvons sortir nos cartes d'électeurs ici.
vous allez constater qu'il y a des écrits qui se sont effacés. La mienne, on peut faire l'expérience. C'est devenu un secret des polichinelles. C'est provisoire. Quelle carte d'électeur qui est provisoire? Non, parce qu'on aura des cartes d'identité avec nous. Non, la carte d'électeur, on vote avec la carte d'électeur, la carte d'identité c'est autre chose. Le nom ne se voit plus. Non, mais c'est un secret des polichinelles, les téléspectateurs qui nous suivent le savent. Alors pourquoi on nous amène dans un tel processus où, comme l'a dit mon NSRHTK ici, c'est qu'on a sollicité la mission d'observation de l'ECC et de l'Église catholique, ont fait des mémorandums qu'ils ont déposés à la CENI posant certaines questions avant de s'engager. On sait ce que l'Église catholique, combien l'Église catholique nous accompagne, combien l'ECC nous accompagne dans nos processus électoraux. Ils ont fait des mémorandums demandant certaines réponses à la CENI. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté lettre morte. Mais les élections ne s'organisent pas que pour la CENI. Alors, qu'est-ce que vous... Il y a des partenaires. Comment est-ce que vous voyez... C'est que ça ne va pas retarder d'abord les élections si on tenait compte de toutes ces revendications. Parce que madame, je vous prie de ne pas nier l'évidence. Qu'est-ce qu'adviendrait si je vous prie de ne pas nier l'évidence. Corneille Nangaa, en 2016, était venu nous dire, pour bien organiser les élections telles que vous le vouliez, donner 504 jours. Nous avons tous nié l'évidence. Il y a un modèle, il était aussi... Aujourd'hui, c'était technicien, il nous avait donné conseil. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire à la CENI que ce processus ici, mettez un cadre de concertation, parce que la manière dont nous avons eu les membres de la CENI, il y a même de ceux qui faisaient partie de l'ECID, qui sont à la CENI, qui n'ont reçu aucun mandat de se retrouver à la CENI. Pourquoi on nie l'évidence? Il faut un cadre de concertation. C'est à partir de ce cadre de concertation-là que nous allons définir un processus électoral qui sera inclusif. Mais aussi longtemps qu'on sera en train de nier ça, moi, je vous prends à témoin. Organisons les élections de la manière dont on s'attend ici. Même au sein de l'UDPS, ils iront entre eux candidats en contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Et vous verrez ça. Il y aura des députés qui vont dormir devant la Cour constitutionnelle encore parce qu'on leur a volé leur siège. Ça se passera au sein de l'UDPS. Retenez la date d'aujourd'hui. Merci. Alors, on tend déjà vers la fin. On avait lancé un sujet par rapport à l'alerte de l'armée sur la menace du M23 qui va attaquer la ville de Goma. Vous aurez une minute, ce sera la fin de l'émission. Serge Seka. Je pense que ce n'est pas une première d'entendre des menaces. Le M23 qui normalement en ce moment devait être cantonné quelque part, qui devait cesser d'attaquer au regard de toutes les tractations de réunions qui je ne sais pas, à Nairobi, à Angola, un peu partout, voire en Afrique du Sud, Namibie, ça ne donne rien du tout. Mais que le M23 arrête avec des effets d'annonce, on est fatigué. Si le M23 aujourd'hui veut prendre Goma, la ville de Goma, qu'il la reprenne, parce que ça a été fait par le passé. On le dit, ça dit quoi? On est en train d'alerter sur quelque chose pour qu'ils prennent des dispositions parce que je crois qu'il y a des gens qui sont payés. Il y a des services de renseignement, il y a des forces armées, il y a des forces de sécurité, la police qui sont payés pour faire en sorte que Goma ne tombe pas. Alors si le M23 dit un mot, nous devons tous commencer à trembler. Cela participe de cette stratégie qui voudrait nous séparer davantage, nous affaiblir et faire en sorte que nous ayons une image des gens faibles. Cette faiblesse aussi, c'est dans cette forme d'information, de mésinformation qui, une certaine opinion voudrait opposer aujourd'hui le président de la République au vice-premier ministre et ministre de la Défense autour de propos d'un présumé démission de Jean-Pierre Bemba du gouvernement. Ça circule sur les tweets, sur le web. Je pense qu'aujourd'hui, je rentre même pas pour vérifier l'authenticité ou non de l'information, mais je dis, autant que le M23 est en train de faire des effets d'annonce pour alerter la prise imminente de la ville de Goma, autant que les gens voudraient s'aimer la zizanie. La nomination de Jean-Pierre Bemba a été, je crois, un moment de fierté. Les gens ont cru à la victoire
du Congo, par rapport à RDC, par rapport à ces flots de sécurité. Commencer maintenant à distiller ce genre de discours voudrait dire quoi? Démobiliser la population à l'interne et séparer davantage. Le conséquent de ce genre d'informations, c'est autant grave que ce que nous avons dénoncé aussi à ce qui concerne le tribalisme. Les gens du pouvoir, les gens des services devaient aussi avoir des filtres, laisser passer ce qui peut être passé, et si l'information n'est pas vraie, n'est pas vérifiable, faire en sorte que cela ne circule pas, qu'on arrête à travers un communiqué, à travers une communication vraie, rapidement, de manière à ce qu'on protège la paix sociale. Voilà, merci Pascal Orondje. Une minute aussi. Hein, une minute, mais l'émission est déjà finie. Je pense que ce n'est pas bon d'engager ce genre de débat parce que c'est une stratégie qu'ils emploient de l'autre côté pour que nous, ici, nous puissions parler, agiter l'opinion inutilement, faire paniquer la population. Et si la population est paniquée, ce sont eux qui auront raison. Alors, de telles informations, ce n'est pas toujours bon d'aligner pour un débat. Mais je reviens sur l'élément de la guerre n'est pas finie, on suppose la répartition des sièges dans ces partis occupés, tout ça. Mais, vous n'avez plus le temps pour non, mais c'est ma petite minute que vous m'avez accordée. Je dis, quelle est l'alternative? Parce que la guerre n'est pas finie. Parce qu'on ne sera pas organisé des élections dans cette partie du pays, donc il n'y aura pas d'élection et nous ne saurons pas respecter la Constitution. Mais je crois que nous avons une expérience dans le passé. Il y a eu un moment où nous sommes allés aux élections, une partie du pays n'a pas été concernée. Et je crois de cette manière. Mais j'avais participé à son temps dans ce débat d'enrôlement et la CENI avait dit, et les experts également ont dit, qu'on peut partir de l'enrôlement des réfugiés, n'est-ce pas, de déplacer plutôt de ces territoires-là et faire une projection. S'ils sont partis de cette expérience, je ne vois pas le problème. Mais sinon, on risque de ne pas respecter la Constitution. Et pourtant, la Constitution doit de tout ça. Dernière minute. Oui, ma dernière minute, je terminerai par dire que l'UDPS a 12 députés provinciaux, mais les 3 postes clés sont occupés par... C'est la même tribu, 12. Donc, je suppose que dans les 12, c'est qu'il y a 10 qui sont de la même tribu. Pour que 3 postes ne reviennent qu'à la même tribu. C'est que 10 déjà. Ma question là, c'est faux. Oui, il y a 12 qui sont... Il y a 12 députés provinciaux. 12 députés... Non, je vous donne l'information. C'est pas ça ma question. En attendant que vous vérifiez. Il y a 12 députés provinciaux et dans les 12 députés provinciaux, je pense qu'il y a plusieurs tribus. Merci. Je connais la diversité un peu de l'UDPS. Et je termine en disant que la situation... Non, mais vous me donnez quand même... On a repris la parole là-bas. Non, vous me donnez quand même une minute pour parler de la situation de l'Est du pays. Oui, d'accord. La situation, si on va attaquer Goma, voilà. C'est là qu'on a... Non, ils ont promis pouvoir attaquer Goma. C'est là qu'on attend nos renseignements. Nous n'attendons pas nos renseignements. Moi, je pensais que ce qui se passe au ministère de la Défense aurait peut-être des accointances avec cela. Non. Parce que si on interpelle les gens dans nos services de renseignement, c'est parce qu'on a offensé les chefs de l'État. Jamais lorsqu'il s'agit des questions concernant les vraies questions sécuritaires. C'est lorsqu'on a offensé les chefs. Regardez la plupart des gens qui vont à la NER. On a offensé les chefs de l'État. L'émission est finie. Mais on a offensé. Non. Le directeur de cabinet, le directeur de on attend. Le directeur du cabinet du ministre de l'État. On attend que les gens soient interpellés là-bas. Pour ces gens. Oui, j'avais appris. Tantôt, il a été interpellé pour un dossier qui concernait les ministres qui étaient venus avant. Tantôt, ce sont des questions de renversement des pouvoirs. Bon, je ne vais pas trop entrer là-bas parce que oui, c'est passé dans la presse. Ce sont des fake news. Nous attendons la vraie information, mais c'est là qu'on attend les renseignements. Ils ont promis, nous devons savoir réagir même avec les renseignements. On diffuse des vraies informations. La rumeur fait partie des renseignements. La rumeur fait partie des renseignements. Évitez d'évoquer souvent les renseignements lorsque vous êtes sur un plateau de télévision. Je sais ce qu'on fait avec les gens lorsqu'on parle des renseignements. Mais que ça ne soit pas seulement pour nos défense des chefs de l'État. Merci Pascal Orondje, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Merci.